Rebonjour à tous. Donc, je me présente très rapidement, très succinctement. Donc, je suis Lionel Roucoul, professeur des universités donc, à l'ENSAM sur le campus d'Aix-en-Provence. Et donc, aujourd'hui, on va faire le deuxième webinaire du projet Jenny pour présenter progressivement l'ensemble des jumeaux numériques du projet Jenny. Pourquoi on est dans cette salle-là, comme le soulignait Thierry, donc notre collègue de l'ENSAM, ex-collègue du CNAM. Donc, on est dans un amphithéâtre commodal aujourd'hui où on profite de cette infrastructure qui est assez intéressante pour, comme vous pourrez le voir, au fur et à mesure de la discussion, partager plusieurs documents et interagir avec plusieurs documents en même temps sur un même écran et qui permet aussi de faire de la commodalité. C'est l'objet de la réunion et de l'interaction qu'on a aujourd'hui. Donc, l'idée de ces séminaires, c'est de présenter, comme je l'ai dit, le projet de Jenny, donc on a eu un peu générique, ce que je vais faire pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on aura un moment de démonstration. Donc, je m'équiperai avec le casque de réalité virtuelle et les manettes et on fera une démonstration. Et en même temps, vous aurez Thierry de l'ENSAM et Maïté du CNAM qui feront un peu la voix off de la démonstration pour expliquer en quoi ce jumeau numérique a permis d'améliorer l'activité pédagogique au sein de leurs établissements, au sein de leurs séquences pédagogiques et entre autres autour de l'apprentissage d'un certain nombre d'éléments de chimie. Personnellement, je suis totalement novice sur la chimie, donc j'ai joué le rôle de l'étudiant qui ne savait rien sur la chimie. Avant de démarrer, le webinaire est enregistré, il sera à disposition sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube du projet de Jenny, et puis c'est un cycle de webinaires, donc tous les mois, donc si vous voulez un peu garder la veille, tous les mois on aura un nouveau webinaire, le prochain sera le 22 octobre, je vous présenterai ça à la fin de ma présentation. Donc, rapidement, ça c'est ce qu'on a expliqué. Donc, je vais vous introduire le projet de Jenny pour que l'ensemble des collègues ici présents, aussi bien en distanciel qu'en présentiel, puissent avoir une idée du projet de Jenny. On fera la démo pendant une quinzaine ou une vingtaine de minutes avec l'explication pédagogique. Et après, il y aura un moment d'échange et de discussion. On va essayer de tenir le temps pour qu'on puisse après aller déjeuner avant d'attaquer les enseignements de l'après-midi. Donc, le projet de Jenny, en quelques mots, donc c'est un projet qui s'appelle Jumeaux d'enseignement numérique interactif et immersif. À travers le titre, il y a quasiment tout. C'est comment on va exploiter cette technologie-là qu'on appelle jumeaux numériques, j'y reviendrai après, dans des séquences pédagogiques d'enseignement. Et on exploitera l'interaction et l'immersion. 4 work packages de structuration du projet. J'ai mis les noms ici des pilotes de ces 4 grands lots de travail avec des partenaires, donc l'ENSAM, le CESI, le CNAM, pour la partie développement et scénarisation pédagogique des jumeaux numériques, et le CEVA qui a été un partenaire qui nous a aidé aussi à développer fortement un certain nombre de jumeaux numériques. L'idée de départ, adéquation, faire le lien entre des jeunes qui aujourd'hui, j'avais le cours ce matin, j'expliquais à mes étudiants qu'ils étaient nés forcément après les années 2000, donc des jeunes qui sont des générations qui ont vécu, qui sont nés dans le numérique et de l'industrie, où aujourd'hui on essaie d'intégrer ces technologies dans le monde et dans les usages industriels, et nous en particulier, donc dans des séquences pédagogiques, dans le cadre du projet de Jenny, donc former aux jumeaux numériques, donc comment on peut définir de nouveaux acquis d'apprentissage autour du jumeau numérique, aussi bien alors, côté des enseignants que côté des étudiants, parce qu'il faut qu'aussi nous, en tant qu'enseignants, on se forme aux usages de ces jumeaux numériques et à l'enseignement avec les jumeaux numériques. Et puis former via les jumeaux numériques, c'est comment le jumeau numérique, et ça va faire l'objet des démonstrations, de l'explication de Maïté et des discussions qu'on aura à la fin, comment le jumeau numérique nous permet, vous verrez dans un continuum, mais d'améliorer l'acquisition de compétences de la part des étudiants. Rapidement, ce qu'est un jumeau numérique, alors pour les puristes, il y aura sûrement des discussions à avoir là-dessus. On retrouve à chaque fois un environnement virtuel que j'ai mis ici à gauche. Un environnement virtuel qu'on peut voir ici à gauche. Ça, c'est l'environnement sur lequel on a des plateformes réelles, aussi bien au CESI qu'au CNAM qu'à l'ENSAM. Et de l'autre côté, un environnement numérique, alors qu'on a appelé immersif, ou qui est immersif dans la plupart des jumeaux numériques développés dans le Jenny. Et à l'intermédiaire des deux, vous avez forcément une couche de connectivité pour faire communiquer le réel avec le numérique. Des représentations ici qui vont être assez souvent immersives, mais qui peuvent être
différentes comodalités, hein, avec des écrans qui sont à plat ou des environnements immersifs. De la physicalisation, j'y reviendrai, c'est comment on peut, et c'est là où on a la notion dans la majorité des jumeaux qu'on a développés de jumeaux numériques, c'est comment on va faire de l'apprentissage et comment on va avoir des modèles de calcul et de simulation assez rapides pour qu'ils soient interprétables et utilisables en temps réel dans les usages de ce jumeau numérique, et puis une couche d'interaction pour que l'utilisateur il puisse utiliser et interagir avec ces jumeaux numériques en mode, comme vous le verrez tout à l'heure, virtuel avec un casque donc, et des manettes. Dans beaucoup de jumeaux numériques qu'on a développés, il y a aussi un mode qu'on appelle desktop, un mode bureau, clavier-souris. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir que des casques de réalité virtuelle dans vos établissements. Vous pouvez aussi utiliser ce jumeau numérique en mode clavier-souris. Voilà, grosso modo, si vous avez des questions, on pourra revenir sur cette définition de jumeaux numériques et sur ces technologies. Aujourd'hui, donc on a un catalogue d'environ 14 jumeaux numériques dans le projet de Genie. Ça, ce sont des projets qui ont été développés et donc financés dans le cadre du projet de Genie. Dans certains campus, en tout cas à l'ENSAM, on commence aussi à avoir des jumeaux numériques avec les mêmes philosophies qui sont développées, qui ne sont pas financés par le projet de Genie, mais qu'on mettra progressivement dans cette pagnette de bibliothèques de jumeaux numériques que l'on a dans les établissements. Donc, ça va d'ateliers de fabrication avec différents procédés de fabrication comme l'usinage, la forge ou la fonderie, des lignes d'assemblage, des laboratoires de chimie, une voiture électrique, de l'aérodynamisme avec des avions légers et des turbomachines pour expliquer un peu comment fonctionnent des machines thermodynamiques. Pareil, si vous avez des questions, on pourra revenir sur ce catalogue, mais je n'ai pas forcément envie de passer trop de temps pour le moment. Ce sur quoi j'aimerais insister un peu plus, c'est cette notion de continuum d'environnement et de dispositifs pédagogiques qui vient en fait uniquement enrichir ce que vous faites déjà. Donc, c'est finalement quand vous faites de la pédagogie, vous avez déjà une complémentarité et vous utilisez déjà une complémentarité et d'environnement pédagogique et de support pédagogique. Donc ici, on voit de manière assez rapide, mais finalement, un certain nombre d'environnements pédagogiques, hein, les salles de cours classiques, des amphithéâtres commodaux tels qu'on les utilise, des zones de travaux pratiques, hein, ici, une zone de fonderie, et puis de la simulation numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, vous l'avez déjà, donc vous voyez bien que vous avez une complémentarité. Vous utilisez dans vos enseignements une complémentarité, un continuum et d'environnement, là où vous faites les cours, et de support pédagogique avec lesquels vous faites les cours. Donc finalement, ça ne va pas trop changer. Et ce que vous faites finalement naturellement depuis le début, vous essayez de trouver, de chercher finalement quel est l'environnement pédagogique et le support pédagogique le plus adéquat pour les acquis d'apprentissage que vous voulez faire passer. Donc finalement, la complémentarité et ce qu'on va amener dans Genie, c'est des nouveaux environnements et des nouveaux supports qui vont permettre d'enrichir ce continuum de dispositifs pédagogiques. Et ce qu'il va falloir regarder, c'est dans chaque situation pédagogique, par rapport aux intérêts pédagogiques et aux acquis d'apprentissage visés, mais quels sont les équipements et les environnements qui vont être les plus adéquats à la pédagogie. C'est ce qu'on va faire quand on va rajouter finalement dans le projet de Genie, finalement, nos environnements qui sont les jumeaux numériques, que l'on voit ici. Donc, il y a la complémentarité de tout le reste. Et puis, ce qu'on appelle le métaverse, je ne m'étendrai pas dessus, mais il faudra qu'on fasse un webinaire spécifique sur le métaverse. Deux nouveaux environnements et dispositifs pédagogiques qui vont nous permettre de compléter cette gamme ici, l'ensemble des environnements que l'on a déjà. J'ai bien dit compléter, ça ne va pas remplacer, pour qu'on puisse profiter au maximum des capacités du jumeau numérique et les capacités, si je les reprends ici, à travers l'acronyme en fait de Genie, des jumeaux, c'est pour faire des calculs rapides et vous verrez, pas forcément aujourd'hui, même si on le verra, parce qu'on peut jouer plusieurs paramétries et plusieurs choses. On l'a vu dans le premier webinaire aussi sur la forge, où on peut jouer plusieurs paramétries sur le procédé de forgeage dans un temps qui finalement qui a été le temps du webinaire, donc une quinzaine de minutes. On peut faire du numérique, donc on peut massifier, répéter, individualiser l'engagement, l'étudiant. On vient engager les étudiants. On a vu que c'était des jeunes générations qui étaient à même de connaître et d'être engagés dans ces environnements immersifs. L'immersif pour être sur une échelle 1, pour avoir des situations de travail, pour avoir des ergonomies de travail qu'on n'a pas forcément quand on est dans des échelles en mode bureau, c'est-à-dire des petites échelles. On est vraiment dans l'environnement à échelle 1. Quelque chose que je voulais, je l'ai mis ici. L'interaction, donc apprendre des procédures, des gestes
sans casser la physique. Vous le verrez aujourd'hui, quand je disais en rigolant au début de la présentation que j'avais fait exploser le laboratoire de chimie avant-hier, vous verrez qu'on peut casser des choses sans que ce soit trop méchant. On peut être dans des environnements où il faut faire attention à la sécurité sans avoir la vraie problème de sécurité. Assurer l'inclusivité des apprenants. On le verra très bien tout à l'heure. Je vous parlerai de bagues magiques quand on sera dans l'environnement de chimie. Paramétrer des procédés, découvrir et manipuler des moyens de production qui finalement ne sont pas forcément physiquement là où l'étudiant est, qui finalement peuvent être répétés et manipulés plusieurs fois. Et donc, du coup, on peut comme ça profiter de ce jumeau numérique et de ces différentes choses pour améliorer la séquence pédagogique. Et encore une fois, en complémentarité avec le reste. Donc, je vois que mon assesseur habituel, il n'est pas arrivé. Donc, je vais demander peut-être à Julien si tu peux venir juste vérifier que je ne tombe pas de la marche. Ça serait pas mal. Juste mets-toi derrière moi pour me faire signe si jamais je suis proche de la marche. Donc, on va passer à la démonstration. Pendant que je m'équipe, peut-être Thierry et Maïté, peut-être vous pouvez vous présenter rapidement. Je vous dis le slide avec vos noms, je m'équipe et je lance la démonstration. Et quand on est prêt, on y va. Et puis, je vous laisse donc parler et je vous laisse la voix sur la démonstration. Et après, Maïté, on passera à ta présentation où tu expliqueras un peu plus les séquences pédagogiques. Moi, j'interviens avec deux casquettes puisque, comme l'a dit Lionel, j'ai été responsable d'un des work packages au nom du CNAM dans Génie et c'est pour ça que je suis là. Et actuellement, je suis conseiller à la stratégie numérique et à l'innovation pédagogique aux arts et métiers avec donc l'équipe Lionel avec la directrice générale adjointe Véronique Favier. Donc, moi, je peux vous témoigner très rapidement de la genèse du projet qui était au sein du CNAM lorsque Maïté est venue avec toute son équipe d'enseignants et de personnel technique de laboratoire. Elle est venue à la direction du numérique pour dire qu'elle voulait travailler sur la réalité virtuelle en chimie, avant même le projet Génie. L'idée a germé, on a eu un financement de la région Île-de-France, un trophée numérique de l'innovation numérique. Et à partir de ce premier financement, l'idée du jumeau de la salle de travaux pratiques de chimie a germé. Et elle a été réalisée avec deux facteurs. Le fait que le CNAM n'avait pas de ressources internes en développement pour faire de la simulation en réalité virtuelle, et le fait qu'on n'avait pas d'expertise en interne pour vraiment savoir quel type d'outils utiliser. Et donc, c'est la coordination du fait que le CNAM était depuis 2018 fondateur de France Immersive Learning, qui est une association qui regroupe tous les acteurs de la filière immersive pour l'éducation. Et bien, c'est ça qui nous a mis en contact avec un partenaire qui est la société Mimbus, qui a donc développé cette simulation. Donc voilà pour l'historique et les différents acteurs autour de la table qui ont fait que le projet a pu démarrer et être accéléré très rapidement dès 2019, si je ne m'abuse. Je te laisse la parole, Maïté. Ok, merci Thierry. Bonjour à tous. Mais je suis Maïté Silla, je suis professeure des universités au Conservatoire national des arts et métiers et mon domaine, c'est plutôt le domaine de la chimie médicinale. Donc, je travaille toujours à l'interface de la chimie et la biologie. Et depuis 2020, donc, les projets, comme on a très bien expliqué Thierry, a germé en 2019 et puis après, ça éclore en 2020, on va dire ça. Et depuis cette époque, effectivement, on était un groupe d'enseignants-chercheurs intéressés à l'innovation pédagogique. Et donc, depuis, je porte ces projets main dans la main avec la direction de numérique, et notamment avec mon collègue qui est connecté, Christian Cusquet. Et puis, mais on est une quinzaine d'enseignants-chercheurs. En tout, on est une trentaine de collègues. Et voilà, travaillant sur ce que vous allez voir là tout à l'heure. Pour vous présenter, donc, on va avoir la démonstration, on va faire deux scénarios. Un scénario qui va plutôt être travaillé dans la sécurité en laboratoire, un autre scénario qui sera sur une manipulation de laboratoire.
Donc, je vais rentrer dans le premier, qui est un travail autour de la projection, autour de la manipulation d'éléments chimiques et de projection magnétique que tu pourras compléter, juste pour vous présenter. Donc, voilà, donc, on sélectionne l'exercice, le scénario qu'on veut faire. Vous avez différents niveaux, débutant, avancé, expert. Comme je vous l'ai expliqué, moi, je suis totalement novice en chimie, donc je vais prendre le niveau débutant. Et donc là, moi, je vais juste vous présenter Maïté, je te laisse la parole. Moi, j'ai une voix off qui me permet qui scénarise en fait l'exercice. Vous le voyez, je pense aussi à l'écran. Donc, j'ai une petite tablette ici sur mon poignet qui explique ce que je dois faire. Donc, je vais démarrer par m'équiper avec des EPI et après, je vais rentrer dans le labo de chimie. Et pendant ce temps, Maïté et Thierry vont vous faire la voix off. Je vous parlais de bagues magiques tout à l'heure pour l'inclusivité. Si vous voyez bien mes mains, vous avez des bagues magiques qui permettent de savoir sur quel bouton et finalement quel doigt je dois activer, soit l'index à droite et à gauche, soit le majeur. Parce qu'en fait, j'ai deux boutons. Un bouton qui est de la manette derrière, qui est le bouton jaune, et un bouton qui est à l'intérieur de la manette, qui est le bouton bleu. Voilà, j'en dirai pas plus. Christian, Thierry et Maïté, vous pourrez compléter. Et moi, je démarre mon exercice. Donc, je vais m'équiper. D'accord, donc je vais reprendre. D'accord, très bien, merci. Donc, je vais reprendre la main. Donc là, l'élève qui va faire les modules va rentrer dans cet espace, donc avec cet écran, comme ça a été montré, il aura donc les suivis audio et également les suivis donc visuels. À chaque fois, dans chaque exercice, donc l'élève doit s'équiper des équipements de protection individuels. Donc, c'est vraiment un des automatismes qu'il doit créer lors de l'utilisation de ces modules. Donc, là, il s'occupe avec la blouse, les lunettes et les gants. Donc, les premiers exercices, donc il y a un choix d'exercice à faire. Ces premiers exercices, ça va être un exercice plutôt autour de la sécurité. On va mettre l'élève en action, donc des choses qu'on ne peut pas faire au laboratoire. En particulier, ici, c'est les modules des projections, où il va, donc, on va lui indiquer de faire une extraction liquide-liquide en utilisant une ampoule à décanter, ce que vous voyez signalé en bleu donc, sur la haute. Et comme vous voyez, donc l'effet déjà d'utiliser, donc d'agiter donc les dispositifs, mais ça va donc déclencher une projection sur les yeux, sur les mains, et chose qu'on essaye d'éviter vraiment au laboratoire. Et on va l'indiquer à fur et à mesure ce qu'il doit donc du coup faire pour contrer ces dangers. Donc, et ça, c'est un exemple. Il a oublié de boucher son ampoule à décanter, si je me souviens bien. C'est ça l'erreur, hein. Il n'y a pas de bouchon. Donc, en fait, comme on le disait sur ma tablette, moi j'ai agité le produit, mais ce produit, du coup, il y a eu des projections. C'est ce qu'a expliqué Maïté. Donc, j'ai enlevé mes lunettes. Vous voyez que je vois bleu parce que j'ai plein de projections dans les yeux. Sauf ton regard, Lionel. Donc là, normalement, il doit s'adresser à l'équipement de protection collective, donc les rinceuils, pour justement s'érincer. Donc, vous avez vu une blouse par terre, donc ça veut dire qu'il a dû enlever sa blouse. Et là, il y a les gestes donc, à faire pour pouvoir s'érincer. Bien entendu, quand on s'érance les yeux au laboratoire, mais on doit rester au moins une dizaine de minutes. Et donc, il y a une petite métaphore aussi pour que les minutes, ça passe beaucoup plus vite. Et donc, quand c'est indiqué 10 minutes, mais normalement, ça s'arrête. Donc, là, il voit plus clair. Donc, il a compris qu'il s'est bien rincé les yeux. Et je dois appeler la sécurité. Donc, je me rapproche du téléphone pour appeler la sécurité. Et la magie, c'est que c'est très rare quand même quand, dans la réalité, on utilise le rince-œil et que les étudiants aient à mettre la tête au niveau du jet d'eau. Quand je dis c'est très rare, je ne l'ai jamais vu de ma vie d'étudiant dans les bien salles sûr, de TP. ça arrive. Je pense que c'est un des équipements de protection collective qu'on utilise les plus que la douche, par exemple. Donc, je n'ai jamais vu quelqu'un se doucher, voilà, mais les rince-œil aussi, parce qu'on peut avoir une petite projection, juste une goutte, ça peut être, ça peut être très gênant. Je reformule, je ne l'ai jamais vu utilisé en situation d'apprentissage pour dire mais ça, non. Ça, évidemment, jamais. Quand il y a un accident, oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, oui, très bien. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Justement, ça, c'est l'avantage de ces modules, qu'on peut le mettre en situation. Donc, il y a des choses qu'on ne peut vraiment pas faire au laboratoire. Et c'était lors du développement de modules de sécurité, un des objectifs. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut donc identifier au laboratoire quels sont les équipements de protection collective, avoir les automatismes pour utiliser les équipements de protection individuelle, mais également, mais c'est mettre en situation des dangers. Et ce sont des choses qu'effectivement, on souhaite éviter. Donc là, il a fini l'exercice. Et donc, une fois qu'il a fini l'exercice, il revient donc à l'OL avec l'écran des retours, avec une notation qui indique justement qu'est-ce qu'il a fait bon. Donc, c'est indiqué en vert, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a eu des petits soucis. Donc, c'est marqué normalement en rouge. Donc, ça, c'est Et les en fait, retours de l'exercice. son temps de réaction, il a pris trop de temps et il a été sanctionné parce que il a pris trop de temps pour se rincer les yeux. Ah, Eh oui. bon. Donc voilà le premier exercice. Je ne sais pas, Maïté et Thierry ou Christian, si vous voulez rajouter des choses sur l'exercice. Donc là, on a le score. Donc en effet, par rapport aux acquis d'apprentissage et par rapport à l'exercice, ça n'est pas validé. Et comme disait Christian, donc je vois ici pourquoi. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que ce score et ces résultats, ils sont sauvegardés dans une plateforme de traces d'apprentissage. Donc, c'est pas simplement en réalité virtuelle, on voit un résultat. On peut ensuite, à partir de son ordinateur, aussi bien l'enseignant que l'étudiant, revoir les résultats qui ont été faits et constater des progressions quand on a fait l'exercice plusieurs fois. Donc, du coup, on passe à la seconde partie de la démonstration, qui est notre exercice, mais plutôt de manipulation. Donc, on va travailler sur de la chromatographie sur couche mince. Donc, je sélectionne l'exercice. Comme tout à l'heure, je vais prendre le niveau débutant et je vais rentrer dans mon atelier. Pareil, je vais devoir m'équiper. Donc, pendant ce temps, Thierry et Maïté, vous pouvez peut-être présenter l'exercice. Peut-être faire Maïté, la différence entre débutant et expert et avancé, c'est quoi? Mais en fait, c'est le niveau d'information aussi qu'on va donner aux élèves. C'est-à-dire que les niveaux débutants, ils vont être très, très guidés. Donc, très guidés au niveau de l'audio, au niveau de la tablette. Et donc, à fur et à mesure que ça se complique, on va dire, donc, ils vont avoir un petit peu moins d'informations. Donc, il y a des choses qu'il va falloir interpréter par eux-mêmes. Voilà. Et puis après, quand c'est le niveau expert, mais il faut déjà quand même avoir une certaine connaissance de la procédure et des automatismes, parce que là, on vous guide pas du tout, ou très, très peu. Voilà. Et donc, ça va être très dépendant après aussi de différents modules. Bon, dans les cadres de la chromatographie, c'est un module que j'aime beaucoup parce que c'est un module qui permet d'utiliser et faire des choses qui sont vraiment très, très fines. Donc, c'est une manipulation qu'on utilise couramment au laboratoire après la suite de synthèse et qui permet justement d'évaluer si les produits, il est pur ou pas. Donc, là, par exemple, mais on va comparer la pureté d'un colorant alimentaire qui a été synthétisé et on va voir effectivement par rapport au produit départ si les produits il a été correctement synthétisé. Et donc vous voyez à côté, donc il y a un portoir avec donc des tubes essai, avec des capillaires. Et donc là maintenant l'élève il doit prendre à la courant sicilienne doit prendre donc le capillaire, donc préparer déjà la cube, donc c'est qu'il vient justement de faire très bien faire avec les solvants. Et puis après, la plaque de chromatographies, donc la plaque de couche mince. Donc là, comme disait Maïté, je prépare la planche, en fait, c'est ça. La cube de chromatographie et là maintenant la plaque. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite feuille blanche qu'il a juste en face. Donc, il écrit avec les crayons papier pour marquer la base et pour faire justement les différents types de spots. Donc, les produits normalement sont dans les tubes essai. Et il va délicatement donc prendre un capillaire. Donc, le capillaire, il doit être pris d'une façon très particulière, donc le plus droit possible, pour que la tâche soit les plus petites possible. Et donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir que ça fait un spot dans chaque point qu'il a marqué. Donc là, j'ai sélectionné le point A et M. Là, le point B et M. Et le dernier,
Voilà. Et le dernier sur R et M. R. Très bien. Ah mince, mais R, il est déjà sélectionné. J'ai peut-être fait une erreur, Maïté, hein. Et moi, C'est tu pas me très grave. tu me Si on se gronderas. trompe, ça c'est l'avantage de les faire d'être virtuels. Mais si on se trompe, mais c'est pas très grave, hein. On peut toujours recommencer. Donc et là, il y a une pince, donc la pince on doit la prendre donc pour prendre la couche-mince. Donc on la prend vraiment par le haut de la plaque et on la place à l'intérieur. Et puis après, bon, on va fermer la plaque et normalement, il y a un temps d'attente pour que la plaque soit relevée. Effectivement, comme on est en virtuel, ça va se faire très rapidement. Voilà, à l'aide justement du bracelet qu'il a sur la main. Donc, les 5 minutes sont passées par magie. On va prélever la plaque qui est à l'intérieur de la cube, sécher, donc avec un mouvement avec la pince. Et donc après, donc l'élève va pouvoir donc noter les différents spots qui ont migré suite à la révélation suite à la chromatographie. Voilà. Il est en train de noter. Donc, ça va lui permettre de comparer donc, si les produits il est vraiment purifié et si les résultats sont en accord donc, avec les résultats attendus. Donc, il va avoir un cahier électronique à côté, donc en forme des tablettes. Ça, on ne l'a pas en réalité, donc on a la chance de l'avoir en virtuel, qui va indiquer justement si tout va bien, si c'est vraiment les résultats obtenus, et en fonction de la réponse, mais on valide ou pas. Et donc ça a l'air d'être tout bon, donc l'élève va pouvoir valider. Maïté, comment on voit que c'est bon ou pas bon, là, avant de valider, du coup? Alors, donc, normalement, je ne vois pas très bien ta tablette, mais normalement, tu dois voir les résultats des valeurs, ce qu'on appelle des rapports frontales. Là, je vois donc le rapport de frontal 0,3. Voilà. Et donc, du coup, normalement, dans les produits, dans la tartrazine, tu dois avoir juste une seule tâche. Et donc, ça doit indiquer effectivement que les produits sont purs et qu'il n'y a pas de produit départ. D'accord. OK. Et donc, je valide. Je valide. Hop. Ah mince, dommage, c'est pas grave. Ce petit bruit-là, c'est parce qu'en fait, Christian, explique-le, le petit bruit, si tu es là, tu l'expliqueras mieux. Parce que tu as laissé la Sorbonne trop ouverte. Il y a 2 crans, il y a trop longtemps, et au bout de 5 minutes, il y a une alarme de sonnerie. Et c'est ça qui te fait sanctionner à la fin. Tu verras, la Sorbonne t'as fait une erreur dans tes spots aussi. Donc, vous voyez bien que je ne suis pas très bon en chimie. C'est pour ça que j'ai choisi de venir à l'ENSAM. Donc, j'ai encore raté l'exercice. Les scores, il est quand même 82, donc ça va. Pour une première fois, ça va. Pas mal. Donc, il y avait la préparation de la plaque qui est mal faite. Donc là, c'est là où l'intérêt, encore une fois, je parlais de continuum pédagogique, rien ne m'empêche d'aller revoir le prof, de revoir des cours pour expliquer pourquoi elle est mal faite. Et après, il y a cette histoire donc, de Sorbonne que j'ai laissé trop grande ouverte. Encore une fois, il me demande de l'ouvrir à moitié. Moi, je l'ai ouvert en entier. Du coup, ça a sifflé à la fin de l'exercice. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de la démonstration précédente. Voilà, je reviens dans le menu. Je me déshabille. Et Maïté, on va parler de ta présentation. OK. En fait, l'idée de la présentation, c'est déjà de vous donner un exemple, voilà, une démonstration d'une séquence pédagogique avec l'utilisation des modules que vous venez de voir. Alors, juste avant, de manière très, très rapide, je voulais justement vous parler rapidement donc, du cadre du projet, donc 4VR, donc, où nous développons nos modules virtuels.
Donc, les jumeaux numériques chimie agropharma, en fait, s'est développé dans le cadre d'une équipe avec 28 membres, donc 15 enseignants-chercheurs, 5 BIAT et 5 ingénieurs pour l'enseignement numérique. Donc, comme ça a été dit donc en préambule, donc avec un partenaire socio-économique et Mambus, les modules qui sont développés mais concernent plusieurs diplômes qui vont de la chimie générale à l'analyse, à l'agroalimentaire jusqu'au génie des procédés. Et cela concerne une dizaine de diplômes et 19 unités d'enseignement. Donc, à ce jour, plus de 400 élèves ont utilisé ces modules et on a actuellement environ 4h30 d'heures de modélisation qui sont compris dans dans 15 modules immersifs, dont un module tutoriel et un module de découverte. Alors, très rapidement, on a commencé, justement, notre premier cœur de module, c'était les modules de sécurité au laboratoire. C'était quelque chose qui était vraiment très important pour nous. Donc, un exemple a été donné lors de la présentation, donc avec un module de découverte et puis avec des modules en mise en situation. Un deuxième lot de modules, ça a été les modules de manipulation courante. Alors, j'ai mis 7, mais en réalité, c'est 6. On utilisait un fil conducteur, la synthèse d'un colorant alimentaire, donc la tartrazine, pour justement tracer toutes les étapes qui permettent la synthèse d'un composé, dès l'utilisation de la balance jusqu'à justement l'analyse, voire la purification. Et là, actuellement, on travaille avec des modules qui sont un petit peu plus sophistiqués, donc que j'appelais modules en génie des procédés, qui sont en cours. Donc, il y a l'extracteur liquide, donc en génie des procédés, qui est finalisé et bientôt sera déployé. Et puis, on est très, très bien avancé donc, dans les modules de l'utilisation, donc de la création d'un bioréacteur et d'un module d'HPLC. Donc, j'ai mis donc, dans les slides, en fait, les modules qui, grâce au projet donc, Génie, ont été financés. Donc, ça nous a permis de renforcer les modules de sécurité, notamment avec les modules d'explosion au laboratoire. Les slides juste précédentes. Donc, les modules de chromatographie sur colonne, et puis après, les nouveaux modules en génie des procédés qui, à différence des modules de sécurité et des modules de manipulation, vont permettre l'utilisation des données expérimentales, des vraies données expérimentales qu'on va traduire après donc, dans des réponses, dans des courbes, dans les modules virtuels. Donc, et par la suite, avant de juste vous présenter l'exemple des séquences pédagogiques, effectivement, une des questions qu'on s'est posées depuis le début, c'est où positionner l'ETP immersif dans les cadres de nos formations. Donc, nous utilisons nos modules dans les cadres des travaux pratiques. Donc, les travaux pratiques au laboratoire, c'était notre premier intérêt. Et comme vous pouvez voir, en fait, on peut les utiliser un petit peu dans n'importe quel ordre. Donc, nous, particulièrement, on l'utilise principalement en amont de nos travaux pratiques, mais effectivement, on pourrait l'utiliser juste après les travaux pratiques en évaluation, et je vous en parlerai juste à la fin en autonomie. Donc, la suite. Alors, un exemple des séquences d'apprentissage. Donc, c'est un TP qui a eu lieu donc, dans le cadre d'une filière de formation en alternance, donc avec des élèves dans les domaines des matériaux et des polymères, donc qui sont en deuxième année et qui vont avoir un niveau Bac plus 4. Donc, ils vont venir de différents horizons, donc des DUT, des mesures physiques, voire des génies des matériaux, voire des BTS. Et l'objectif de cet EP, c'est d'apprendre les matériaux des polymères en allant de la molécule jusqu'à la caractérisation donc déjà chimique et mécanique de ces matériaux. Et nous intervenons dans la partie chimique et effectivement, on n'a pas besoin, ce sont des élèves qui en général, mais les bases de chimie ne sont pas très étoffées. Et que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait d'ETP. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les contextes. Et on place l'ETP immersif
en amont des travaux pratiques. Donc, l'idée, c'est vraiment que quand ils vont au TP réel, ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise. Alors, comment est-ce qu'on va décliner cette séquence à apprentissage? Déjà, comment on va la préparer? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, mais j'ai mon module, je vais me réunir avec les élèves et on va mettre les casques sur la tête. Absolument pas. Une séance des TP immersifs, ça se prépare. Et donc, il faut déjà, comme pour n'importe quel TP, mais avoir un support déjà qui va indiquer, qui va expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils vont faire, mais aussi dans les cadres de la réalité virtuelle, un petit peu déjà les acculturer à l'utilisation, donc déjà à la réalité virtuelle, quels sont les outils qu'ils vont utiliser, notamment les manettes. Donc tout ça, on l'explique dans un fascicule qu'ils vont avoir bien en amont via la plateforme Moodle. Après, ensuite, dans la préparation du TP, mais comme vous voyez, donc, on a une salle avec plusieurs postes. Et dans chaque poste, on va voir un ordinateur, donc un casque et un écran de retour. Donc, en fonction, bien entendu, du groupe d'élèves, s'ils sont 8, mais on peut le faire travailler en binôme. On a fait déjà des trinômes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis après, il y a les choix aussi des modules. C'est-à-dire qu'on choisit les modules en fonction du besoin du TP réel. Là, par exemple, je vous ai parlé des 4h30 de modélisation. Bien entendu, on ne fera pas 4 heures de modélisation avec les casques, ce n'est pas possible. Donc, on a fait donc, avec nos modules donc, en forme de petits Lego, c'est-à-dire qu'on peut choisir en fonction de nos besoins. Et dans le cadre des CTP, on était intéressé à faire le module d'identification des équipements collectifs et un module de sécurité aussi, mais de mise en danger, comme celui qu'on a fait la démonstration, Lionel a fait la démonstration. Et puis après, le montage à reflux, tout simplement parce que c'est une manipulation qu'ils vont faire le lendemain lors des TP de synthèse. Et puis après, comme je disais, mais un travail en binôme qui va se faire donc entre 10 et un quart d'heure d'échange entre les modules et l'apprenant. Et vous verrez ça en vidéo et vous allez comprendre. Donc, la suite. Donc, en gros, la séquence, et tu peux lancer la vidéo, donc la séquence, elle est donc est structurée de cette manière-là. Donc, tout d'abord, l'acculturation, donc c'est-à-dire qu'il y a la préparation, mais aussi avant de démarrer les TP, mais on va montrer donc du coup les manettes, l'utilisation, et on va prendre 5-10 minutes pour leur expliquer. Et si nécessaire, il y a les tutoriels qu'on a développés aussi. Dans un deuxième temps, on développe, après avoir fait le travail, bien sûr, la séparation en binôme, les modules de sécurité. Donc, ils vont s'échanger. Donc, comme vous le voyez ici dans la vidéo, donc les binômes que vous voyez juste en face, mais il y en a un qui a les casques, mais en fait, même s'il a les casques virtuels, il n'est pas tout seul. Donc, il est accompagné de son binôme, que comme vous voyez, il y a un petit cahier où il prend note. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, ils prennent note et puis après, ils s'échangent. Donc, une fois qu'ils ont fait les modules de sécurité, mais il y a donc une prochaine étape, c'est la réalisation des modules de manipulation. Une fois que ils ont fait donc ces modules virtuels, mais il y a une dernière séance donc qui concerne les débriefings. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est lors de ces séances de conclusion qu'il y a vraiment l'ancrage des connaissances. Et donc, on va expliquer pas seulement comment ça s'est passé les TP, mais également du point de vue technique, s'ils ont commis des erreurs et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé et comment éviter cela le lendemain au laboratoire. La suite. Alors, donc, déjà, Thierry avait parlé de la plateforme Vulcan. On va dire qu'en fait, on est en train de mettre en place, et on travaille depuis déjà 2 ou 3 ans, mais c'est un travail de longue haleine, donc la plateforme Analytics Vulcan. Donc, c'est une plateforme qui va permettre justement d'évaluer les compétences, de suivre les élèves en temps réel et ça va nous permettre, donc, à plus long terme, de réaliser des parcours personnalisés et des modules immersifs thématiques. Donc, s'il y a des questions là-dessus, on pourra
répondre là tout à l'heure, parce que je ne suis pas sûre que je veux bien être dans les timings. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel nous s'y tenons parce qu'il y aura effectivement tous les registres des performances des élèves et donc on pourra du coup suivre tout simplement les compétences. Après, ensuite, on travaille main dans la main avec l'équipe d'ergonomes. Donc, déjà, les ergonomes dans le cadre du VP3, donc du projet Génie. Et également avec, c'est un travail qui s'est fait aussi en complémentarité avec les ergonomes du CRTD. Les CRTD, c'est les centres de recherche et développement, du travail et développement du CNAM. Et on travaille aussi avec des ergonomes. Et donc, l'idée, c'est de justement étudier et avoir des informations, des retours d'expérience autour de la satisfaction, de l'accessibilité, l'impact notamment des pratiques d'apprentissage en immersion sur les élèves, mais également sur les enseignants, même si l'équipe enseignante du laboratoire de chimie agropharma, c'est vraiment une équipe enseignante qui est convaincue de l'utilité, mais ça nous intéresse davantage de voir aussi la transposition des connaissances. Est-ce que ce qu'ils ont fait en virtuel s'est traduit réellement dans quelque chose des acquis lors du TP réel. Et pour ce faire, mais il y a plusieurs méthodologies. Il y a un recueil de données, des questionnaires, des entretiens avec les élèves, de l'observation des usages. Donc, ça nous arrive d'avoir des ergonomes qui vont observer les TP immersifs, mais également les TP réels pour faire ensuite des analyses croisées et donner justement à l'équipe de données pour dire, mais vous êtes dans la bonne voie ou effectivement, il y a des petites choses qu'il faut changer. Et donc là, ici, donc, dans cette slide, vous voyez donc l'illustration d'une enquête, voilà, donc utilisant donc le questionnaire attractif. Et donc, les résultats sont justement dans les slides suivants. Alors, le questionnaire attractif, c'est un questionnaire qui est très utilisé donc, dans le monde de la recherche pour évaluer les réponses d'utilisateurs, donc voir effectivement l'attractivité, la utilisabilité, donc si l'outil qu'on est en train d'utiliser, il est désirable, s'il est bien aperçu. Et donc, là, les résultats que je montre ici, que je remercie vraiment les ergonomes parce que ça nous aide beaucoup aussi à avancer dans les projets. Donc, et ça s'éliste donc à plusieurs niveaux. Et donc, il y a, voilà, on peut considérer comme positif quand les valeurs donc, sont entre 0 et 1 et sont bien aperçues. Et donc, comme vous voyez ici, donc dans les cadres de notre module 4VR, mais il se situe vraiment dans la partie plus haute à droite de ces tableaux. Donc, on a vraiment des très, très bons résultats. Donc, et ça, c'est des données qui ont été extraites des informations DTP dès l'année dernière, en 2023. Donc, cette étude a été faite aussi, donc slide suivant. Donc, cette enquête auprès des enseignants-chercheurs et des formateurs tout court, c'est-à-dire auprès des experts qu'on appelle, voilà, les experts techniques. Et donc, comme vous pouvez voir, donc, justement, dans les slides, on place aussi donc dans une échelle, donc pour voir effectivement si mais les modules qui sont utilisés sont intéressants, mais il y a encore de la marge d'amélioration. Si c'est sur les bons schémas, donc un petit peu en vert, donc là au milieu. Et puis après, si effectivement les utilisateurs trouvent que le dispositif, effectivement, il est impeccable. Et donc là, aujourd'hui, les laboratoires 4VR, ils se trouvent donc à 73. Donc, vraiment, c'est une très bonne approche. Donc, elle est très bien aperçue par rapport aux formateurs. Voilà. Donc, la utilisabilité et l'acceptabilité des séjours monomériques par rapport aux experts disciplinaires et techniques, mais elle est vraiment très bien. Et par la suite, on a cette étude aussi, donc des travaux avec les ergonomes, nous a permis d'évaluer aussi dans l'utilisabilité, mais un questionnaire qui nous a
fait remarquer qu'effectivement, donc dans la partie de l'autonomie, mais il y avait quand même des points de marge et des points d'amélioration. C'est-à-dire que la réponse, j'aurais besoin des soutiens d'un personnel technique pour être capable de l'utiliser mais en toute autonomie. Mais effectivement, c'est un point qui reste quand même encore un point faible. Et donc, c'est justement ces points-là qui nous a permis d'avancer dans la réflexion, d'aller vers une version autonome. Et donc, c'est sur cette base-là, et donc c'est les slides suivants, que les projets maintenant, en plus du développement des modules, donc les modules que je vous ai dit tout à l'heure, donc autour du génie des procédés, mais en plus de ça, on est en train de travailler également sur une version autonome. Donc, cette version autonome, on va la retrouver que dans les casques, avec un suivi, avec une tablette, comme vous voyez là. Donc, c'est-à-dire que ça sera, en tout cas, on l'espère, un suivi qui sera beaucoup plus facile et surtout des prises en main plus faciles pour les enseignants. Voilà, avec bien entendu un temps de suivi réel. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour finaliser? Donc, en ce moment, donc, UCNAM, en tout cas, on est en train de mettre en place une salle XR. Une salle XR qui va permettre justement de faciliter l'utilisation de tous ces modules, pas seulement dans les cadres du génie, du jumeau numérique chimie agropharma, mais également dans les cadres d'autres jumeaux numériques qui sont développés au CNAM dans les cadres du projet génie et une micro-certification autour de l'acculturation aux usages des technologies immersives, mais va débuter en janvier 2025. Donc, on vous tiendra au courant justement pour les inscriptions. Voilà, et donc mon dernier slide, que c'est juste un slide de remerciements effectivement à toute l'équipe. Comme vous voyez, mais c'est une équipe, je disais, d'une trentaine de personnes et très motivée et qui permet justement, en fait, entre les enseignants-chercheurs, les personnels techniques, les ingénieurs pour l'enseignement numérique et les partenaires développeurs, vraiment, ce trio, il est vraiment essentiel pour pouvoir bien avancer dans les projets. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Un grand merci, Maïté, pour cette présentation très, très intéressante et qui amène énormément de détails sur comment vous l'avez mis en place. Donc, merci encore. Donc, petite dernière partie. Je vois qu'il est déjà 13h06, mais on peut néanmoins échanger et discuter sur avec certaines personnes qui auraient des remarques ou des questions. Donc, je n'hésitez pas à prendre la parole directement ou à lever la main dans Teams pour qu'on puisse vous identifier ou allumer vos micros et prenez la parole. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur la démo, sur la partie pédagogique qui vous ont été présentées? Et il y a une question par la conversation à laquelle j'ai répondu par le même biais. Et effectivement, je peux... Et qui était, vas-y Christian, Thierry, pour lancer peut-être la discussion, c'était quoi la question? Je la vois pas, mon père. Savoir que pour créer une telle simulation 3D, il faut avoir des compétences en développement sur des moteurs de rendu 3D. Là, on a Unity ou Unreal. Donc, on a effectivement, je parle avec mon ancienne casquette CNAM, sous-traité à Mimbus. Maintenant, il existe des nouveaux produits qui mettent en place des éditeurs de scènes 3D, c'est-à-dire que sans compétences, on va avoir un genre de builder qui permet de créer des séquences à partir d'objets prédéterminés. Et voire même, on nous promet des outils motorisés par l'intelligence artificielle où il suffirait de dire je veux un laboratoire de chimie avec 4 Sorbonne et 2 paillasses et hop, il apparaît. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je peux juste, par rapport à la question de M. Rossignol, effectivement, il faut avoir des compétences pour développer ces modules. Nous, en tout cas, on est parti du principe que nous sommes des enseignants-chercheurs en chimie et pas des développeurs. Donc, du coup, pour nous, c'était vraiment très important d'avoir un partenaire compétent. Et c'est vrai que on a la chance vraiment d'avoir, comme j'ai expliqué à la fin de ma présentation, une équipe très soudée
Et on travaille beaucoup sur la confiance. On fait des réunions qui sont très régulières. Donc, tous les 2 semaines, on fait des réunions de travail. Et donc, chacun son rôle. C'est-à-dire, les enseignants, bon, mais on sait ce qu'on voudrait faire et, du point de vue donc, pédagogique. Donc, on participe à la rédaction de tout ce qui est les scénarios pédagogiques et toute la réflexion de quelles sont les compétences qu'on veut transmettre. Donc, les développeurs essayent de comprendre ce qu'on souhaite faire, et parce que les développeurs ne sont pas, bien entendu, des chimistes, et donc, ils mettent, entre guillemets, en musique, voilà, vraiment en forme nos souhaits, mais avec une discussion qui doit se faire ensemble, parce que quelquefois, on souhaite faire des choses qui ne sont pas forcément possibles à faire en réalité virtuelle et vice-versa. Et puis après, il y a les ingénieurs pour l'enseignement numérique qui vont faire un petit peu les liens entre les enseignants-chercheurs et les développeurs, et encore une fois, avec une fonction très précise. Bon, voilà, donc ils vont travailler vraiment main dans la main pour transformer nos scénarios donc, dans tout un ensemble de tâches. Et puis, pour faire ce qu'on appelle quelquefois des métaphores, pour pouvoir bien comprendre ce qu'on veut faire, mais tout en maintenant les compétences qu'on souhaite acquérir. Donc, c'est vrai qu'on part du principe que, voilà, on travaille en partenariat et donc les développeurs, mais c'est les connaisseurs pour faire la partie des développements. Mais par contre, ils ne peuvent pas développer sans les savoir-faire des enseignants-chercheurs. Voilà. Peut-être pour compléter la réponse de Maïté et de Thierry, je reviens sur ce continuum. Parce que là, on parle de. En fait, on vous présente à la fois le déroulement du projet, la construction des jumeaux numériques et la démonstration des jumeaux numériques. Je pense que si on fait l'analogie avec ce qu'on a vu ici sur ce continuum, quand vous achetez un logiciel de simulation numérique en Forge, en Foundry ou n'importe quel outil de simulation, on est d'accord que vous l'avez assez rarement co-développé avec l'éditeur logiciel. Donc là, ce qu'on vous montre aussi, et c'est une chose qu'on pourra discuter, parce qu'on travaille cette année sur le modèle de pérennisation des résultats, on peut aussi vous accompagner pour soit co-développer des modèles de jumeaux numériques dans vos usages particuliers, soit vous utilisez des jumeaux numériques qui existent déjà sur étagère, on vous accompagne sur la partie pédagogique. Voilà, on est en train de développer aussi plusieurs modalités d'accompagnement, aussi bien des établissements d'enseignement supérieur, de lycée, de collège et des industriels, pour voir comment on peut pérenniser. Mais sachez, voilà, l'intérêt, je trouve, c'est que comme disait Maïté, on va maîtriser le co-développement des usages et des technologies, contrairement à des fois quand vous achetez des machines-outils ou des forges ou des simulations où là, vous n'avez pas co-développé. Donc l'intérêt, c'est aussi qu'on a créé un consortium dans le cadre de Jenny avec le CNAM, CESI, ENSAM et puis les partenaires comme Nimbus ou d'autres sociétés qui développent des jumeaux numériques pour après pouvoir vous accompagner autour de ce développement. Voilà, je me tairai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais aussi rajouter par rapport à la remarque sur ça limite l'autonomie par rapport à un développement et une. En fait, je rejoins tellement Maïté sur chacun son métier. Les enseignants-chercheurs travaillent sur les scénarios pédagogiques, les ingénieurs pédagogiques, puisque ils sont aussi membres de l'équipe de conception de ces jumeaux numériques et ils accompagnent les enseignants-chercheurs, mais les ingénieurs pédagogiques ne sont pas des développeurs de réalité virtuelle, donc il faut bien trouver un acteur qui développe. L'autonomie, à moins que les établissements d'enseignement supérieur recrutent des développeurs, des ceci, des cela, voilà, on n'a pas vocation à devenir des éditeurs de produits, de logiciels, clairement. Et je pourrais y rajouter juste quelque chose, c'est qu'il y a le développement, mais il y a aussi la maintenance. Et comme on est sur des technologies qui sont très évolutives, c'est aussi une question. C'est pour ça aussi qu'on peut faire appel à des prestataires, justement extérieurs, qui seront en charge de la maintenance logicielle et de l'évolutivité des codes. Et puisqu'on a Christian qui prend la parole, je tenais aussi à dire que j'aurais dû être la doublure de Christian dans cette intervention parce qu'il était pris et finalement c'est très bien que tu sois avec nous, mais bon effectivement moi c'est bien Christian qui a pris ma suite dans la gestion du work package de Jenny au CNAM. Donc ça c'est pour la petite histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole? D'autres questions dans le chat?
Oui, peut-être une question, Sophie Vermeller, du campus de Metz. Donc, moi, je suis en sciences des matériaux. On commence à notre petite échelle à essayer de faire de la réalité mixte autour d'un microscope électronique à balayage. Et effectivement, on est un peu confronté à... c'est pas notre métier, donc on a quelques acteurs. Donc, je suis contente d'entendre, Lionel, qu'on va pouvoir... que de mettre en place un peu une sorte de soutien, tutorat, ou je ne sais pas trop comment il faut l'appeler. Ma question, c'est un peu en termes de budget, ça représente quoi si on prend par exemple le développement d'un module là, dans ce que vous avez présenté? Alors, c'est une question qui revient souvent. J'ai toujours du mal à l'expliquer, à le budgéter parce que ça dépend. On a 14 jumeaux numériques, les 14 ont été différents. Tu vois, ce que je peux te dire, c'est les grandes lignes. Voilà, il y a du budget de développement, il y a du budget de scénarisation pédagogique. Comme disait Christian, il faut aussi prévoir du budget de maintenance après. Et après, ça va dépendre de l'ampleur. Tu vois, si je prends quelques exemples aujourd'hui, sur le jumeau numérique qui est sur Cluny, sur l'usinage, il y a moins d'immersion, c'est-à-dire moins d'immersivité dans un environnement Unity. Il y a plus de connexion avec la machine réelle. Là, on a vu aujourd'hui de l'immersivité avec l'environnement et les casques de réalité virtuelle, comme on peut l'avoir, comme on a vu sur le premier webinaire aussi avec la Forge. Encore une fois, ça dépend de tout. Mais ça se fait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'intérêt qu'on a et aussi le consortium qu'on a créé autour de Jenny, il a bien montré les différents métiers et il a bien montré qu'on pouvait créer des partenariats avec les différents partenaires pour répondre aux besoins industriels ou académiques sur d'autres sujets qui vont arriver dans les prochains mois, années, et qu'on puisse faire évoluer notre pédagogie autour de tout ça. Je peux compléter. Okay. Vas-y Maïté. Oui, j'ai complété, puis après, Christian, tu peux compléter. Donc, dans les cadres particuliers du projet Chimie Agropharma, c'est vrai que c'était un projet qui a été déjà très soutenu par l'établissement, c'est-à-dire par le CNAM. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que quelquefois, il faut juste une petite impulsion. Et puis après, on peut aller plus loin. Et c'est ça exactement ce qui s'est passé avec CADVR. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé avec un appel à projet interne au CNAM, où le maximum, je me rappelle, c'était entre 30 et 35 000 euros et qu'on a eu pour déjà démarrer. Ça nous a permis donc d'être en contact avec Mambus, de faire une première étape de cadrage et d'acheter, je pense, que les premiers matériels. Et ça a permis justement donc de déposer donc les projets à Île-de-France dont Thierry parlait au tout début. Et c'était aux alentours de 164 000 euros. Et avec ces budgets, ça nous a permis déjà de créer l'environnement virtuel parce que c'est ça qui a coûté un peu plus au début. C'est-à-dire que tous les modules, ils sont créés sur les mêmes environnements virtuels. Donc, et du coup, déjà, il y a eu cette première étape de démarrage qui nous a permis de créer ces modules-là, plus toute la partie sécurité au laboratoire, voire les premiers modules de manipulation. Et puis après, bon, là, maintenant, on fait partie du projet Génie et à chaque fois, donc, ça fait déjà 3 fois qu'on est lauréat donc, au CNAM. Et donc, pour répondre à votre question, plus ou moins, je pense que pour un module, on doit compter entre 15 000 et 20 000 euros. Et après, bon, mais c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais il faut imaginer un petit peu à plus long terme. C'est-à-dire, on s'est dit effectivement, on fait cette inversion-là, mais combien de fois on va pouvoir l'utiliser, combien de fois un appareil va pouvoir être utilisé par les élèves, en sachant, bon, là vous parliez d'un microscope, bon, peut-être qu'ils n'ont pas accès tous à un microscope pour chacun, tandis que dans un module immersif, ça sera le cas. Donc voilà, donc je pense qu'il faut les voir comme ça, mais effectivement, il ne faut pas négliger les petits montants, parce que les petits montants, ça permet vraiment de démarrer quelque chose pour aller chercher un budget supplémentaire. Et je rajouterais juste que tout dépend vraiment du degré d'interactivité. C'est qu'il y a bien sûr l'infographie 3D à faire, mais une fois qu'elle est faite, elle est faite. Et après, c'est toute l'interactivité, tout ce que réclamera le scénario pédagogique, on peut aller du simple au double selon la complexité du scénario pédagogique. Donc, c'est très, très variable au niveau des coûts, pour répondre à votre question, Sophie. Ok, merci.
Si je peux juste compléter, juste à titre d'exemple, par rapport à ce que vient de dire Christian, c'est vrai que nous, dans nos discussions, dans un moment donné, et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant de travailler avec les industriels. Bon, il y a un cahier des charges, il y a un budget à respecter, et souvent, bon, on veut faire des choses dans des modules, et on se dit, bon, mais on ne va pas aller jusqu'à là, parce que, bon, voilà, ça va dépasser les budgets, donc on va se centrer sur d'autres objectifs, on va revoir nos objectifs. Peut-être qu'on ne va pas aller jusqu'à l'expert, mais on va bien retravailler la partie débutant. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait à fur et à mesure en fonction, comme disait Christian, en fonction du module en question. Merci Maïté, merci Christian. Je vois le temps qui tourne. Est-ce qu'il y a encore une dernière question dans le chat ou quelqu'un qui prendrait la parole? Sinon, on va pouvoir clôturer. Est-ce qu'il y a encore une dernière main qui se lève? Allez, quelques secondes. A priori, non. Donc, je te remercie chaleureusement Christian, Maïté et Thierry qui nous ont fait la gentillesse et l'honneur de présenter ce jumeau numérique chimie. Pour information, merci à toi, surtout Lionel, merci à toi et d'avoir pris en main assez rapidement les tests. Pour information, donc le 22 octobre, même heure, midi et quart, 13h, sur le même principe, entre comme ça, début de la pause déjeuner, on vous présentera le jumeau numérique qui a été développé au CESI sur l'unité autonome de fabrication additive métallique. Ce sera Hugues Delalin du CESI qui sera mon assesseur ou mon conjoint ce jour-là pour faire la démonstration. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.